Ah, l'île Maurice, bienvenue dans un ailleurs qui fait rêver au cœur de l'océan Indien. Mais au-delà des cartes postales, j'ai voulu voir, comprendre et ressentir. Je vous emmène découvrir ses paysages, sa culture, ses saveurs, mais aussi et surtout ses habitants. On va aller à la rencontre de Yoven et de Tony, des locaux, et qui vont me faire découvrir leur île. Mais avant de commencer cet épisode, on va faire un petit cours d'histoire et on revient ici, sur cette plage. Mais d'abord, regardons déjà où on se trouve. On est là, juste ici, tout en bas à droite de l'Afrique, juste à côté de la Réunion. Sa superficie n'est que de 2000 km², comme un petit département français. L'île a eu un passé colonial plutôt bien chargé. Découverte par les Arabes et visitée par les Portugais, elle fut habitée par les Hollandais au XVIIe siècle, puis colonisée par les Français et les Britanniques jusqu'à son indépendance en 1968. De ce mélange est née une culture unique, un peuple multiculturel et une identité à part. Aujourd'hui, Maurice est considéré comme l'un des pays les plus développés d'Afrique. Ça y est, on peut commencer. Et on attaque direct par l'incontournable ici à Maurice, c'est le Morne Brabant. Cette roche basaltique qui est posée comme un gardien culmine à plus de 500 mètres d'altitude et elle est visible d'assez loin. Aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux panoramas de l'océan Indien, mais hier, c'était un refuge. Le Morne, c'est une montagne difficile d'accès, presque imprenable. C'est justement pour ça qu'au XVIIIe et XIXe siècle, des esclaves en fuite venaient s'y réfugier. Et selon la légende, en 1835, quand l'abolition de l'esclavage a été proclamée, certains auraient sauté du sommet, croyant que les soldats venaient les capturer, alors qu'ils venaient en réalité leur annoncer leur libération. C'est donc devenu un lieu de mémoire et un symbole international de lutte pour la liberté. Eh ben, alors ça c'est chouette. Bon, visiblement, il y en a qui vont se mettre bien ce soir, mais ce sera pas moi. On est à présent au nord de l'île, à Cap-Malheureux. C'est un petit village de pêcheurs célèbre pour sa fameuse petite église au toit rouge, qui est le symbole de l'île puisqu'on la retrouve sur toutes les cartes postales. Et la voici, cette charmante petite église, Notre-Dame Auxiliatrice. Son style est simple mais chargé de symboles, un toit rouge éclatant, un autel en pierre de corail et surtout une ouverture directe sur l'océan. Et quand il manque de place à l'intérieur, les fidèles se réunissent tout autour, à l'ombre, pour prier face au lagon. Autant dire que les messes ici sont plutôt classe. Mais derrière la carte postale, il y a aussi l'histoire, puisque c'est ici en 1810 que les troupes anglaises ont débarqué sur l'île pour vaincre les Français, d'où le nom de Cap-Malheureux. Et autant dire que pour les colons, ce n'était pas vraiment un souvenir de vacances. Aujourd'hui, le décor il est bien plus serein. Lagon turquoise, bateaux de pêche colorés et une vue incroyable sur les îles du Nord, comme coin de mire qu'on voit tout au fond. Cap-Malheureux, c'est un lieu d'histoire, un paysage de cartes postales où l'on se dit que finalement, les plus malheureux ici, ce sont surtout ceux qui ne sont pas venus. Bienvenue à l'île Maurice. Lui, c'est Yoven, un Mauricien pur souche que j'ai rencontré à peine arrivé. Et il m'a déjà bien adopté. Là, on va aller prendre une petite noix de coco. Alors, traverser ici, c'est tout un art. Parce qu'à Maurice, on roule à gauche. Un héritage de l'époque britannique. C'est un peu la one again, hein, merci.
là-bas que ça se passe. Où c'est qu'on est ici? On est au marché de Rosil. Là, il est en train de choisir la noix de coco. Rien de plus exotique que ça. Un marché, une noix de coco fraîche et un vendeur qui te découpe ça avec une machette comme si c'était du beurre. Et voilà. Aïe 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 aïe. Et Chin. Chin. Trop bon. Et une fois que c'est bu, il faut manger l'intérieur. Trop bon. Bon, moi j'ai pas fini mon lait de coco, mais il y a 3 litres là-dedans. Tu sais ce que je mettrais bien dedans? Du rhum. Et là, je suis raté, je te le dis. Je suis impressionné de la qualité de notre coco. On dirait du litchi. Fraîchement cueilli ce matin. C'est pas la noix de coco qu'on a l'habitude de manger sur le continent européen. T'as aussi quand la noix de coco quand elle est dure, tu vois, il est déjà pelé séché. Là, c'est souvent on l'utilise pour les prières, pour leurs prières, pour les cérémonies. Et ça, c'est aussi de la noix de coco. Ça s'appelle une brosse coco. C'est comme je dirais des patins à la maison. En fait, quand on nettoie la maison, le béton ciré à la maison, on met comme ça. Après, on nettoie, tu vois. Après, on brosse. Ah, c'est le chouchou. Avec ça, on fait des boulettes. La base des boulettes. Boulettes chouchou. Chez nous, on a grand frais quoi. C'est pas pareil. Tu vois ce que c'est les lalos? Non, les combos, le combo. Le combo, non. Combo, c'est là-bas. Ça, c'est les combos. C'est ça le combo. Lalo, ouais. Et là, t'as des petites compositions pour faire des soupes. Le mec sur le scooter, il a pas eu du Césarade. Ah. Ouais, mais il faut du scooter en savate, ça, donc évidemment qu'ils en perdent une quoi. C'est quoi ça? C'est la mascotte de la petite. Je sais pas où je suis tombé. Ah ouais. C'est quoi cette bête? C'est un iguane? Ouais, c'est un iguane à deux. On a les femelles, ils sont en train de fréquenter, comme on dit ici, ils se font la cour. Vous vendez quoi ici? Les poissons, les oiseaux, les lapins. D'accord. Et vous vendez des iguanes aussi? Non, les iguanes, non. Non. Faut attendre la reproduction avant. Ah. Le poisson exotique. C'est ce qu'on mange ce soir? On mange ce soir. Carré poisson. Carré poisson, voilà. Je crois que je me suis fait adopter. Cette fois, c'est un ami à Leuven, Tony, qui m'embarque pour découvrir un autre coin de l'île. Ici, on est dans un parc animalier au sud de l'île, au domaine de Saint-Aubin, exactement. Et c'est plutôt sympa. Tu connaissais cet endroit? Non, c'est la première fois que je viens ici. Il y a des belles choses à Maurice quand même. Hein. Ah ouais, très belle. Comment ça se fait qu'un Mauricien comme toi découvre des endroits? Tu habites à côté en fait. J'habite juste à côté là, mais je suis jamais venu ici. Tu es plus mauricien que moi. Ah bon, tu trouves? Eh bien, comme quoi, on peut être mauricien depuis 60 ans depuis ma naissance. et on découvre toujours des choses.
C'est ici qu'on peut trouver des dodos. ça a changé les dodos. Hein. C'est plus les dodos d'avant. Hein. Et là, on a une belle grosse tortue. S'il y a un endroit qu'il faut absolument visiter sur l'île, c'est le jardin de Pamplemousse. C'est un jardin botanique et c'est l'un des plus vieux jardins tropicaux du monde. Il a été créé au XVIIe siècle et ce lieu était à l'origine un terrain d'expérimentation pour acclimater des plantes venues des quatre coins du globe. Aujourd'hui, on y trouve une incroyable collection de palmiers et d'arbres exotiques dont certains sont uniques. Waouh, waouh, waouh! C'est impressionnant le bruit que ça fait hein, quand les troncs des bambous se cognent les uns les autres. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va tomber. Le jardin de Pamplemousse, c'est un voyage botanique, mais aussi historique, puisqu'il porte aujourd'hui le nom de Sir Zewsagar Ramgoolam, qui est le père de la nation, et dont les cendres reposent au cœur de cette fleur de lotus. C'est un lieu à la fois paisible, scientifique et poétique, parfait pour prendre un grand bol de verdure au milieu de l'île. Et ce qui vaut le coup d'œil, c'est surtout le bassin des nénuphars. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le talipo. Le talipo est un palmier assez étonnant. Il peut attendre 60 à 80 ans avant de fleurir. Et quand il se décide enfin, il sort la plus grande inflorescence du monde végétal, pouvant atteindre 6 à 8 mètres de haut. Et après ça, le palmier tire sa révérence, il meurt environ 1 an plus tard. Autant dire qu'il faut être patient pour assister au spectacle. D'ailleurs, le dernier talipo à avoir fleuri dans ce jardin, c'était en 2022, et il avait 58 ans. Ce jour-là, les visiteurs n'assistaient pas juste à une floraison, mais à un événement qui n'arrive qu'une fois dans la vie du palmier. Alors là justement on a un bébé talipo. Alors celui-là, pour le voir fleurir, il va falloir être patient. Et vous voyez celui-là, il est un petit peu plus grand. Et ben il a 17 ans. Toi t'es pas prêt de voir ta fleur hein. Bienvenue à Port-Louis, c'est la capitale et on est ici dans le cœur battant du pays. Port-Louis, c'est d'abord son marché central, un vrai festival de couleurs, d'odeurs, où les vendeurs ont un doctorat en technique de persuasion. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va aller voir, direction le marché. Il n'y a seulement que 142 000 habitants à Port-Louis, mais tu as l'impression qu'il y en a 1 million. Ah, il y a le marché couvert ici.
ici, ce n'est pas qu'un marché couvert, c'est une aventure sensorielle. Il y en a partout. À l'étage, on a des tissus, mais aussi des boutiques souvenirs. Et les touristes derrière moi ne le savent pas encore, mais ils vont repartir avec un dodo en bois sous le bras. Bonjour. C'est combien la vanille? C'est 50 roupies le bâtonnet. Il y a moyen de descendre? On peut descendre un peu? Combien tu vas prendre? Je sais pas. Une dizaine, ça ferait combien? 400. 400. Elles viennent d'où? Saint-Aubin. Saint-Aubin? Ils sont bons la vanille, hein? C'est de la vanille d'ici. C'est combien de roupies la gousse? C'est 100 roupies la gousse. 100 roupies la gousse? Ouais, la gousse. Un bâton comme ça. C'est de la Bourbon ça? Ouais, ça. Ah, c'est de la Bourbon. Ça fait meilleure qualité. C'est de la bonne ça? Ouais. Hein, c'est la vienne de Saint-Aubin? Saint-Aubin, voilà. Ouais. Et ici c'est combien la vanille alors? C'était 75 roupies pour vous. Ah ouais. Ça fait plaisir. Et votre vanille vous la vendez combien? 25 roupies les grammes. Vous me vendez 150 roupies la gousse? Là-bas on me la vend 40. Là, c'est la vanille locale. Tout le monde me dit que c'est la locale. Ah. C'est pas la même drogue. Ah, c'est pas la même drogue. Ah, et si on arrive vers les épices? Bon, ici il faut pas éternuer, hein, parce que sinon tu parfumes le marché entier. Hein. À Port-Louis, on peut trouver un petit bout de Chine, mais avec une sauce mauricienne. Les premiers immigrants chinois sont arrivés sur l'île au 19e siècle et ce quartier garde encore leur culture vivante et moi, j'ai bien l'intention d'aller vérifier. On y trouve des pagodes traditionnelles, des échoppes qui sentent bon le soja avec sésame à des kilomètres, mais aussi des restaurants où on peut engloutir des mines frites ou encore des bols renversés plus gros que notre tête. Quand on ressort de ce quartier, là, on a l'impression d'avoir voyagé encore plus loin que prévu. L'incontournable aussi dans la capitale, c'est Codan Waterfront. C'est la version mauricienne du centre commercial Chic. Elle est quand même canon, hein, cette vue, hein, sur le port de Port-Louis et sur Codan, juste au coucher du soleil. Et c'est d'ailleurs ici même qu'a poussé il y a 4 ans Odysseo. Odysseo, c'est un océanarium et j'ai d'ailleurs rendez-vous avec Stéphane, le directeur, pour qu'il m'explique de quoi il s'agit. Alors Odysseo, c'est parti d'un concept en fait d'amener la mer aux gens qui vont pas à la mer. On se disait que 65% des Mauriciens ne connaissent pas leur territoire marin, qui représente un immense territoire, puisque nous avons 2000 km² de terre pour 2,3 millions de km² d'eau territoriale. Donc, amener la mer à ceux qui n'y vont pas, c'est Odysseo. Un lieu d'éducation, tout en s'amusant. On essaye de présenter les choses de façon ludique pour sensibiliser le public à la protection de l'environnement marin. On est spécialisé dans les espèces de l'océan Indien. On a aussi fait un choix de ne pas avoir certaines espèces parce qu'elles sont migratrices ou en voie de disparition.
Nous n'avons pas de tortues marines. Nous n'avons pas de requins migrateurs non plus et pas de mammifères marins. Bienvenue à Cure-Pipe, l'une des rares villes de l'île Maurice où vous pouvez oublier la crème solaire. On est à plus de 600 mètres d'altitude au cœur de l'île. Résultat, un climat frais, souvent couvert avec des pluies régulières. On l'appelle même la ville des pluies. Ah bah tiens, il y a une éclaircie là. Je crois que c'est l'heure d'aller à l'école. Alors Cure-Pipe, c'est la deuxième plus grande ville de l'île et qui réunit à elle seule un tiers de la population. Regardez-moi cette architecture coloniale avec ses grandes colonnes et son style d'époque. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Et ce bâtiment, c'est la mairie qui a été construite à la fin du 19e siècle et qui est un vrai témoin de l'histoire coloniale de l'île. Ici, on ne parle pas juste d'administration, on parle de patrimoine. Et derrière moi, on a la très belle église Sainte-Thérèse, la plus grande église de l'île. Et il y a une messe en cours, on va essayer de rentrer discrètement. Ah oui, au fait, si Cure-Pipe s'appelle comme ça, c'est pour une raison plutôt drôle. Le nom de Cure-Pipe viendrait du fait que, durant la période napoléonienne, les soldats de l'empereur y avaient installé une garnison, leur occupation principale consistant à fumer la pipe et à la curer lorsqu'elle était bouchée. Heureusement qu'ils ne la taillaient pas. Bon, trêve de plaisanterie, ici il y a un savoir-faire un peu particulier qui est la fabrication de maquettes de bateaux. Alors non, ce ne sont pas des jouets en plastique, mais de vraies œuvres d'art. Et c'est Sina qui va nous faire la visite. Donc là, ce sont les bateaux historiques dans les années 1700-1800. On fabrique environ une cinquantaine de différents modèles des bateaux et là, on est en différentes tailles. Donc là, le bois qu'on utilise, c'est du teak qui vient de l'Indonésie. Donc là, c'est un bois qui est vraiment très flexible, très souple et résistant. Donc celui-là, ça c'est le bateau français, le Saint-Gérand, qui est très connu ici à l'île Maurice. Donc lui, il transportait des épices de l'Inde à Maurice en 1736. Alors là, vous allez voir ici, on a les gabarits en différentes tailles qui sont utilisés aussi pour les bateaux. Les détails, quoi. C'est tellement précis que tu pourrais croire qu'une colonie de fourmis marins vit à l'intérieur. Celui-là, ça c'est le bateau anglais, le Victoria, qui existe toujours. Donc lui, il est sur le port de Portsmouth en Angleterre. Et là, ça va prendre environ un mois de travail, le début jusqu'à la fin pour le compléter. Donc celui-là, ça va prendre environ 10 jours de travail. Alors là, pour les voiles, on utilise du coton blanc trempé dans le thé. Donc là, c'est pour avoir la couleur du tissu. Les canons sont à peine plus grands qu'un grain de riz. Donc là, c'est un travail aussi qui demande beaucoup de patience, la concentration et il faut avoir des bons yeux. J'adore. Ces artisans là, ils ont vraiment une main
incroyable. Et là-bas, il y a un bateau que vous connaissez plutôt bien. Ça, c'est le Titanic. Ça peut prendre 30 ou 40 jours pour le compléter. Ça prend plus que 2 semaines pour la peinture. Et est-ce qu'il peut couler, celui-là? Malheureusement, il a déjà coulé. Bonjour. J'aimerais aller à Trou-aux-Cerfs. Oui. C'est combien? C'est le même prix que la vanille? Non, 200 roupies. 200 roupies? Oui. Ouais. Et ben c'est parti. Alors voilà, je suis arrivé au sommet de la ville pour vous montrer une attraction explosive, le Trou-aux-Cerfs. Alors non, vous ne trouverez pas de cerf dans un trou. Trou-aux-Cerfs, c'est un cratère volcanique en pleine ville et qui rappelle l'histoire de l'île. C'est immense. Il mesure 300 mètres de diamètre et 80 mètres de profondeur. Et la légende dit qu'il pourrait un jour se réveiller. Car oui, il est toujours considéré comme un volcan endormi. Bon, je vais pas trop rester longtemps ici, moi. Je suis ici à Grand Bassin. Alors ce que vous voyez là au fond, ce n'est pas un lac comme les autres. C'est l'un des lieux les plus sacrés pour les hindous de l'île Maurice. Mais avant d'arriver au lac, bam, tu te prends en pleine face ces gigantesques statues. Et oui, quand on arrive à Grand Bassin, impossible de les manquer, ces 2 grands colosses qui gardent l'entrée et qui rappellent à chaque visiteur l'importance spirituelle du lieu. Ces 2 statues mesurent 33 mètres de haut, soit 108 pieds, un chiffre sacré dans la religion hindouiste. La première représente le dieu Shiva, symbole de force et de protection. Juste en face, la déesse Durga lui fait écho. Elle est à ce jour la plus grande statue de divinité féminine au monde. Avec son lion et ses 8 bras, elle incarne la puissance et la capacité à tout affronter. Imagine les parties de Uno avec elle, tu perds tous les coups. La légende raconte qu'une goutte du Gange, le fleuve sacré de l'Inde, serait tombée ici. Et ce qui fait de ce lac un lieu de pèlerinage majeur. Bon, je vais pas pouvoir faire le tour du lac parce qu'il est inondé. Certainement à cause des fortes pluies qu'on a eues ces derniers jours. Il n'y a pas que les hindous qui viennent se recueillir. Un singe qui veut se faire des frites. Bon. Il n'est pas très facile la cohabitation entre les hindous et les macaques qui aiment chipper les offrandes. Je l'avais pas vu celui-là derrière mon dos. Faites attention, j'ai failli me faire bouffer. C'est vrai? La tradition veut qu'en repartant du lieu, on sonne la cloche. Tony tenait absolument à me faire découvrir une spécialité locale, les fameuses boulettes, que l'on trouve partout dans de petites échoppes ouvertes sur la rue. Inspirées de la cuisine chinoise, ces petites bouchées sont généralement cuites à la vapeur et servies dans un bouillon.
On va se régaler. Hein. Elles sont bien plus qu'un simple plat. C'est une véritable institution de la street food mauricienne. Et chacun a sa boutique préférée. Tony, lui, a l'air de connaître exactement le bon endroit. On en trouve de toutes sortes, boulettes de viande, les théokon à base de tofu, et mes préférés, les boulettes chouchou. C'est bon, hein? Bon, ces boulettes sont délicieuses, mais à l'île Maurice, la street food ne s'arrête clairement pas là. Impossible de passer à côté des gâteaux piments, de petits beignets frits à base de pois cassés, piments, oignons et feuilles de curry. Il y a aussi le dal pourri, une galette garnie de pois cassés, parfumée au curcuma et au cumin, servie avec rougail, curry et achar. Et puis les rôtis, des crêpes épaisses et légèrement feuilletées, souvent accompagnées de curry, de chutney ou d'achar. Bref, chaque coin de rue est une excuse pour manger. Aujourd'hui, je vais vous amener découvrir une facette très romantique de l'île Maurice. Les plages, ce n'est pas seulement du sable fin et des cocotiers, c'est aussi le décor parfait pour dire oui. Et là, je pars rencontrer Diana qui a un métier assez unique. Elle organise et décore ces moments magiques. Alors restez avec moi, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'amour dans l'air, du sable entre les orteils et peut-être une bague dans la mer si le gars rate sa poche. Non mais elle va dire oui. Alors, elle est où Diana? Ah là-bas. Bonjour Diana. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Diana? On fait une décoration pour une demande en mariage. Et c'est quoi ton métier exactement? Je suis organisatrice d'événements. Je fais des demandes sur la plage, je fais aussi des mariages sur la plage ou des hôtels. Et je fais des pique-niques aussi sur la plage pour les anniversaires. Et on fait aussi des dîners sur la plage. Donc là, il y a un live cooking avec des chefs qui cuisinent devant le couple. Et eux, ils profitent du soleil, du sunset et la nourriture. Et tu crois qu'elle va dire oui? Je l'espère sincèrement. Et toi, tu vas pleurer? Je crois que j'ai eu l'habitude un petit peu, donc peut-être que je vais être émue par rapport à la demande. Et pleurer, non, je crois pas. Et donc, pour que la magie opère, il faut attendre le coucher du soleil. Oui, c'est mieux avec le coucher de soleil, je recommande, surtout pour les photos. Il y a beaucoup plus d'émotions et tout. T'as quand même un beau métier. Ah oui. Bon Diana, t'as réussi? Oui. Ouais. T'es contente? Oui, c'était top avec le coucher de soleil et tout. C'est vrai que c'est beau. Hein. Donc la prochaine demande c'est quand? C'est vendredi. Ça s'arrête plus? Non. Là, nous péal en mariage à l'église Montagne. C'est à 4 bornes. Si j'ai bien compris, tu m'emmènes à un mariage. Exactement, c'est ça. Le problème c'est que je suis pas invité, mais c'est qui? Alors, c'est le cousin. Donc, c'est le mariage de mon cousin. C'est qui? C'est ma soeur. C'est ma grande soeur. Elle vient avec nous? Ah ouais? Ah ouais. Bonjour. Qui manière? Ouais. Très belle couleur en vert, c'est bien, c'est beau. Et là, la particularité du mariage, c'est que on commande du mercredi, on finit un mercredi la semaine prochaine, ça dure 7 jours. Voilà. Et là, on est dans le cœur de la cérémonie, c'est-à-dire le mariage en lui-même. Donc là, on va y aller là. Ah, ça va être cool tout ça. Ah oui. C'est pas
très commun d'aller à un mariage où tu connais personne, tu connais pas les mariés. Mais ça va, tu vas bien passer, t'es un touriste. C'est bien. Est-ce que je vais voir les mariés? En direct? Non. Tu vas me présenter les mariés ou... Non, eux ils vont être sur la scène. Ah, donc les mariés ne me verront même pas? Non, il y a 200 personnes dans la salle, 300 personnes dans la salle. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal comme mariage. Tapis rouge? Voilà, je te présente la scène avec le marié. Donc, la cérémonie va durer à peu près 2 heures. Il y a plein de rituels qui se mettent en place et il faut suivre. Le mariage auquel j'assiste aujourd'hui est un mariage tamoul, une tradition issue de l'hindouisme très présente à l'île Maurice. Tout est très codifié. Les gestes, les musiques, les offrandes. Bon, je dois l'avouer, je ne comprends pas grand-chose. Mais vu l'attention des gens autour de moi, ça doit avoir une signification très importante. Alors je vais faire comme tout le monde, je regarde et j'essaye de ne rien rater. Petite rando de bon matin pour se diriger vers un site naturel extraordinaire, les 7 cascades. On est arrivé tout en haut. Ici, l'eau dévale en une succession de chutes, de bassins et de falaises, perdus au milieu d'une végétation tropicale. Chaque chute semble vouloir rivaliser avec la suivante en formant un immense escalier d'eau sculpté par la nature. C'est l'un des rares endroits où l'on peut sentir la puissance de l'île, brute, sauvage et pourtant incroyablement apaisante. Alors là, on va essayer de ne pas trop s'approcher. Le soleil qui glisse sur les parois, la brume qui s'élève doucement, on comprend mieux pourquoi les Mauriciens sont si fiers de ce lieu. C'est un endroit à part où l'on sent encore le passé volcanique de l'île. L'île Maurice en un petit peu plus sauvage. Je me trouve ici dans la baie de Tamarin. Entre la montagne qui encadre la baie et l'horizon ouvert sur l'océan Indien, le décor est puissant. Un endroit où l'on ressent l'énergie de la mer et où le rythme de la journée se cale sur celui des vagues. Et c'est justement pour ça que Tamarin est connu, pour son spot de surf. On y croise aussi bien des surfeurs confirmés que des locaux venus profiter de l'eau et du coucher de soleil. Ici, le matin, dans la baie, on peut apercevoir les dauphins qui viennent se reposer et jouer dans les vagues. Une expérience magique quand on a la chance de les voir de près. Et moi, cette chance, j'ai bien l'intention de la saisir. Ça vous dirait pas une petite balade avec les dauphins ?
que vous, les Mauriciens, vous réalisez la chance que vous avez de voir ça tous les jours? Non. Pas du tout. Tu t'en lasses pas? Jamais. On ne veut pas s'embrasser. Ça, c'est un cadeau de la nature. C'est un cadeau de la nature? Bien sûr. C'est super beau. Ne pas refuser ces genres de cadeaux. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais il y a des pailles en queue qui chantent autour de moi. Je suis dans les îles du Nord et il y en a partout. Les pailles en queue, ce sont les oiseaux emblématiques de l'île. On en trouve aussi à La Réunion et on les remarque facilement avec leur bec jaune, leur façon de voler et surtout leur queue toute longue et blanche. Ah, je ne pouvais pas rêver mieux pour une telle fin. Que dire de ce voyage qui était tout simplement extraordinaire, avec ces paysages qui font rêver. C'est une toute petite île, mais elle est gigantesque par sa culture, par sa gastronomie et par le plaisir que prennent les locaux à partager leur univers. Chaque voyage a une fin et chaque fin annonce une nouvelle aventure. Alors je vous dis à bientôt pour de prochaines découvertes. C'est pas fini. Plus de chêne français. Mais je vais te péter moi. Plus de canne. Vas-y, remets là. Puis dans Encore. le chêne. Il m'a remis. Vous allez dormir dans la voiture. Dis-moi que tu vas pas le boire. C'est le dernier. Ah, le dernier. Ça, monsieur, vous allez aimer celui-là. Ah bon? Vas-y, vas-y. Ça s'arrête plus hein? Bien sûr. C'est fini là madame? Bon, fermé. Il n'y a pas de rab? Il y a de rab. Non. De rab. Non. Oh, il m'en remet. Merci beaucoup madame. Merci.